Bienvenue sur Sigmund. La semaine dernière, on a posé toute l'architecture psychique du pouvoir dans l'Odyssée de Nolan. La dette du père, le chef comme substitut archaïque, la loi qui migre de l'extérieur vers l'intérieur du sujet, jusqu'à devenir surmoi. Reste à voir où tout ça s'incarne concrètement à l'écran, dans les corps, dans la violence, et dans ce que le film ne dit jamais, mais montre malgré lui. Avant d'aller plus loin, ceci n'est pas un procès contre Nolan, ni contre son film. C'est une lecture parmi d'autres possibles de ce que le cinéma américain donne à voir, parfois sans le vouloir. La propension des films américains à résoudre les problèmes par la violence se retrouve aussi bien dans Le Roi Lion que dans l'Odyssée de Nolan, en passant par Frank Mackay dans Magnolia et tant d'autres. C'est la tentation de résoudre la blessure paternelle par la démonstration de force physique. Le péplum, ce genre cinématographique centré sur des héros grecs ou romains musclés, virils, n'est jamais totalement innocent dans ce qu'il représente. Ulysse, chez Nolan, n'est pas seulement un roi qui rentre chez lui, c'est un corps qui combat, qui souffre, qui domine des créatures et des hommes, dans un geste physique presque ininterrompu. Et Télémaque, à la fin de son parcours, doit lui aussi prendre les armes aux côtés de son père pour massacrer les prétendants. Alors que dans le chant d'Homère, il y participe activement, dans le film de Nolan, Ulysse lui interdit d'y participer, et c'est contre sa volonté qu'il l'aidera à gagner ce combat. La reconnaissance paternelle, dans ce récit, passe par la démonstration virile de la violence partagée, malgré l'aide de Télémaque. Et il y a quelque chose dans cette imagerie de corps virils qui s'affrontent que peu de critiques osent nommer directement. Regardez encore une fois cette scène du massacre final. Qu'est-ce qu'elle donne vraiment à voir sous la violence ? Ces corps huilés, ces guerriers en jupette qui s'affrontent torse nu, cette célébration quasi permanente de la beauté masculine en pleine violence, tout cela porte une charge homo-érotique qui n'est jamais assumée comme telle, mais qui structure l'imagerie de bout en bout. Ce n'est pas une observation nouvelle ni marginale. Le théoricien allemand Klaus Teweleit, dans son ouvrage Männer Fantasien, Fantasmalgorie, publié en 1977, a consacré une étude entière à ce phénomène en analysant les écrits et les journaux intimes des corps francs allemands, ces soldats proto-fascistes de l'entre-deux-guerres qui deviendront le terreau du nazisme. Selon lui, ces hommes entretiennent avec leur propre corps et celui des autres hommes un rapport intensément chargé, sensuel, presque érotique, qui ne peuvent vivre que masqués, transposés, sublimés dans la brutalité guerrière. Le corps de l'ennemi qu'on transperce devient, chez Teweleit, le lieu paradoxal d'un contact intime que la culture virile interdit absolument sous toute autre forme. La violence n'annule pas le désir. Elle est le seul langage disponible pour l'exprimer sans jamais le nommer. Regardez la scène finale du film de Nolan où Ulysse tue le chef des prétendants, Antinoüs, joué par Robert Pattinson. La mise en scène choisit un corps à corps rapproché. Ulysse, presque couché sur l'ennemi, transperce Antinoüs de son épée du bas-ventre vers le haut de sa poitrine, dans une posture qui évoque davantage le coït que le duel. Ce n'est pas un jugement sur les intentions du cinéaste que je ne prétends pas connaître. C'est une observation sur ce que l'image elle-même donne à voir, indépendamment de toute intention avérée. Difficile de ne pas voir cette charge homo-érotique refoulée, qui ne peut se dire que dans le langage de la mort donnée à un autre homme, jamais dans celui du désir assumé. Un schéma qu'on retrouve dans une grande partie du cinéma de guerre et du péplum américain. Des corps masculins qui ne peuvent se toucher, s'admirer, s'étreindre que sous couvert de combat. Cette charge non résolue rend encore plus explicite le retour du refoulement de la blessure paternelle qui produit le masculinisme toxique. Parce que ce que Teweleit décrit chez les soldats des corps francs, c'est justement cette même structure psychique. Des hommes élevés dans une discipline paternelle rigide, incapables d'exprimer tendresse ou désir autrement que par la force, et pour qui la violence devient le seul canal disponible pour tout ce qui, en eux, ne trouve pas d'autre langage. Et il fait écho à quelque chose de très contemporain. À l'heure où une partie de la masculinité américaine, mais pas seulement, est confrontée à un sentiment réel de perte de repères économiques et sociaux, la disparition des emplois industriels, la remise en cause des rôles de genre traditionnels, une vie professionnelle souvent jugée médiocre au regard des promesses du rêve américain. Beaucoup trouvent, dans cette imagerie de la force brute, un exutoire fantasmatique. Le corps musclé du héros grec ou romain devient la compensation symbolique d'une vie perçue comme banale, contrainte et sans grandeur. Ce n'est plus le père qui donne au fils sa reconnaissance, c'est la force elle-même
qui devient la preuve de valeur en l'absence de toute autre validation sociale ou paternelle disponible. La sociologue américaine Harley Hochschild, dans Strangers in Their Own Land, publié en 2016, a interviewé pendant plusieurs années des habitants de Louisiane marqués par le déclin industriel. Elle y décrit ce qu'elle appelle une histoire profonde, le sentiment d'avoir fait la queue patiemment pour le rêve américain en respectant les règles, en travaillant dur, et de voir d'autres passer devant pendant que la promesse elle-même semble reculer. Ce sentiment de perte de rang est très précisément un sentiment de dette non remboursée, la même dette psychique que porte Franck Abagnale, que porte Simba, que porte Franck Mackay. Sauf qu'ici, la dette n'est plus envers un père individuel, mais envers un pays tout entier, perçu comme un père défaillant, qui a promis une grandeur qu'il n'a pas tenue. C'est un terrain psychique fertile pour l'émergence d'un désir collectif de figures paternelles réparatrices. Une figure qui promette de restaurer cette grandeur perdue, de rembourser cette dette par procuration, de redonner à ceux qui se sentent lésés la place qu'ils estiment avoir méritée. Ce n'est pas un hasard si ce type de discours fonctionne particulièrement bien sur des populations vivant un sentiment de perte narcissique collective, pas seulement économique, mais identitaire et masculine. Comprendre pourquoi une figure autoritaire séduit ne dit rien sur la légitimité de ses idées, de son programme ou de ses actes. La psychanalyse éclaire des structures, elle ne délivre pas de verdict moral ou politique. Mais ce que ce détour par Nolan, Spielberg, Anderson, Burton, Kazan, par Freud, Reich et Fromm nous apprend, c'est ceci. Les grands mouvements collectifs ne sont jamais purement rationnels. Ils sont traversés par des dettes psychiques anciennes, parfois enracinées dans la relation à une figure paternelle qui a manqué, qui a déçu ou qui n'a jamais tenu ses promesses et qui cherche, à toutes les échelles, de l'individu à la nation entière, quelqu'un ou quelque chose à qui en demander le remboursement. Freud nous apprend que le désir refoulé ne meurt jamais et qu'il trouve toujours de nouvelles formes pour réapparaître, transformé, déformé, atténué peut-être, mais jamais assouvi. Et le cinéma américain nous raconte cette histoire depuis un siècle, film après film, et continue de le faire, cette année encore, avec la sortie du dernier film de Nolan. La question n'est dès lors pas de savoir pourquoi Hollywood raconte encore cette histoire, mais pourquoi nous avons, collectivement, et pas seulement aux États-Unis, toujours autant envie de l'entendre. Il reste une dernière image du film qu'on n'a pas encore regardée de près, peut-être la plus dérangeante de toutes, une image de tour qui s'effondre. Vous allez comprendre pourquoi. Le film introduit un élément absent du texte homérique, les peuples de la mer, ces envahisseurs mystérieux qui, selon l'historiographie moderne, ravagent la Méditerranée orientale après la chute de Troie et précipitent l'effondrement des civilisations de l'âge du bronze. Pénélope et Télémaque en parlent avec inquiétude tout au long du film, comme d'une menace extérieure innommée. Et c'est Ulysse lui-même, à la toute fin, retrouvant Pénélope, qui prononce le retournement. Peut-être sommes-nous les peuples de la mer. Ils viennent de la mer, ils saccagent ta ville, ils ruinent ta civilisation. N'est-ce pas exactement ce que nous avons fait à Troie? Le triomphe fondateur du poème, la ruse du cheval, la victoire grecque, devient ainsi rétrospectivement l'acte inaugural d'un effondrement civilisationnel plus large. Le sac de Troie, qui revient sans cesse dans le film comme une scène primitive à laquelle on ne cesse de retourner, cesse d'être une geste héroïque pour devenir une brèche, le moment où un ordre du monde bascule dans la violence, qui finira par consumer ceux-là même qui l'ont déclenché. Cette image des tours de Troie qui s'effondrent, montrée à 2 reprises dans une scène où précisément Pénélope comprend que les envahisseurs sont ses propres compatriotes, ne peut pas ne pas résonner pour un spectateur de 2026 avec une autre image de tour qui s'effondre, elle aussi suivie de guerres menées au nom de valeurs qui masquaient des intérêts géopolitiques et économiques. Nolan ne le dit jamais explicitement, mais il construit dans le sous-texte une critique du récit américain de la guerre juste. La guerre de Troie elle-même, telle que la raconte Ulysse à Pénélope, n'était pas une croisade pour la liberté d'Hélène, mais une guerre de pouvoir pour le contrôle des routes commerciales.
Le film se referme sur sa propre contradiction, et c'est peut-être la clé de tout ce dont on parle depuis le début de cet épisode. Si Nolan voulait vraiment porter une critique de la toxicité masculine et de la soumission au chef comme moteur de l'effondrement collectif, cette critique se trouve immédiatement effacée par sa propre mise en scène. Le massacre final des prétendants, filmé comme une démonstration virile de force partagée entre père et fils, referme le film sur exactement ce que son sous-texte semblait vouloir dénoncer. Le cinéma américain, une fois de plus, ne peut s'empêcher de résoudre par la violence spectaculaire ce que son propre récit vient de mettre en question. On peut y voir un aveuglement du cinéaste, ou plus intéressant encore, le symptôme exact du mécanisme qu'on décrit depuis le début. Une culture qui sait intellectuellement que la force n'est pas la solution, mais qui ne parvient jamais, dans ses images comme dans ses actes, à s'en défaire. Voilà où nous en sommes, après 3 épisodes. La dette du père, le chef comme substitut archaïque, la loi devenue surmoi, et maintenant les corps eux-mêmes qui rejouent cette blessure sans jamais la nommer. Une dernière chose avant de se quitter. Mon intention ici n'est pas de comparer le texte d'Homère à celui de Nolan pour établir lequel est le plus fidèle ou le meilleur. On rejoue et on réinterprète les grands classiques depuis toujours, à l'opéra, sur les scènes de théâtre, des tragédies grecques à Shakespeare, jusqu'aux comics et aux blockbusters. Personne ne s'en plaint, et ce n'est pas mon propos aujourd'hui. Ce qui m'intéresse est ailleurs. C'est que Nolan, volontairement ou non, en réinventant Homère, nous livre un portrait, celui d'une Amérique en plein doute, en quête d'une grandeur qu'elle sent lui échapper. Et ce portrait, quand on le regarde à travers Freud, Reich et Fromm, n'a rien de rassurant. C'est une vision sombre, presque désespérée, d'une civilisation qui ne sait plus résoudre ses blessures autrement que par la force, et qui rejoue sans le savoir exactement les mécanismes que ces 3 penseurs décrivaient déjà il y a un siècle. Alors la question qui reste, en refermant cet épisode, c'est peut-être celle que Freud posait déjà en 1929, dans un texte qu'il intitulait « Malaise dans la civilisation ». Et si le prix de toute civilisation était justement ce malaise-là, cette tension permanente entre nos pulsions et ce que la société nous impose de refouler pour vivre ensemble? Et si le cinéma américain, film après film, n'était que le symptôme visible de ce malaise-là à l'échelle d'un pays tout entier? On y reviendra dans de prochains épisodes de Sigmund. Si vous m'avez accompagné jusqu'ici, merci. C'était un épisode entre cinéma et société. Si ces contenus vous parlent, abonnez-vous à Sigmund et activez la cloche. Et laissez un commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi d'autres films qui vous viennent en tête. Dites-moi d'où vous m'écoutez. Je vous attends au prochain arrêt.